Bien, bonjour à tous. Nous sommes de retour pour réaliser la correction d'un nouvel exercice. Nous allons travailler cette fois-ci non pas sur un circuit RLC série, mais sur un circuit RLC dérivation. Donc je vais vous présenter le sujet tout de suite. Donc nous avons un circuit composé d'une inductance de 0,1 Henry, d'une résistance de 40 ohms et d'un condensateur de 30 microfarads qui sont placés en dérivation. Le montage est alimenté sous une tension de 440 volts et une fréquence de 50 Hz. Alors on vous demande tout simplement de commencer par réaliser un schéma du montage. Alors, tout de suite on attaquera la première question. Pour réaliser le schéma de ce montage, eh bien, je vais donc retrouver une résistance, une inductance et un condensateur. Ceux-ci sont placés non pas en série mais en dérivation. Alors, je sais le dessiner. Ma résistance, son symbole est celui-ci. Mon inductance et mon condensateur. Je les associe en dérivation. Donc, ils sont soumis ensemble sous une tension U égale 440 volts. Donc chez vous, vous appliquerez à bien placer les éléments au milieu du schéma pour avoir quelque chose de plus normalisé. Alors, ils sont placés ensemble sous une tension de 440 volts. Donc je place la tension qui est commune aux trois dipôles. Ensuite, je peux placer les intensités. Ce sont des récepteurs. Courant I. Alors ce courant I, on observe qu'ici il y a un nœud, et que ce courant va alimenter les trois dipôles. Donc je vais retrouver dans la branche ici IR. Attention, n'oublie pas que ce sont des vecteurs IR. Ici IL. Et enfin IC. Vectoriellement, on va pouvoir donc écrire que grand I, le vecteur grand I, qui est ici, est égal à la somme vectorielle de IR plus IL plus IC. Mais avant tout, avant d'utiliser cette formule, on va s'intéresser aux réactances XL et XC de la bobine du condensateur. Donc j'ai une bobine XL qui fait 0,1 Henry et un condensateur de 30 microfarads. Donc, même formule que pour le calcul en série, rien ne change, hein, on s'intéresse uniquement à des réactances. Donc, pour le calcul de XL, c'est égal à L fois oméga, et XC, c'est 1 sur C fois oméga. Ces valeurs sont en ohms, hein, je le rappelle. L est en Henry, oméga en radians par seconde. Ici, le condensateur est en farad, attention puissance de 10, très important, et ici en radians par seconde. Oméga, pour le rappel, oméga est égal à 2 pi fois f, f qui étant la fréquence, f qui est en Hertz. Donc, il nous reste à appliquer les calculs mathématiques. XL est égal à L 0,1 fois 2 fois pi, 2 fois pi fois 50 Hz. XL est égal à, je fais le calcul en même temps que vous, 100 pi fois 0,1, ça va être simple à calculer.
Alors j'ai donc ce 10 pi, soit 31,4 ohms. Premier calcul pour la réactance de la bobine. Maintenant, le condensateur. XC est égal à 1 sur C fois oméga. XC est égal à 1 divisé par C, le condensateur, qui est égal à 30 microfarads, donc n'oublie pas la puissance de 10. 30 fois 10 puissance moins 6 fois 2pi fois 50. XC est égal à, je fais le calcul tout de suite, 106,1 ohms. Donc on a un condensateur qui a une réactance supérieure à la bobine. Bien, on a bien avancé. On va pouvoir reprendre notre énoncé. Donc maintenant qu'on a réalisé le calcul d'XL et XC, on va passer à la question numéro 3. Calculer les intensités IR, IL et IC circulant à travers les trois dipôles R, L et C. Alors, pour cela, on n'a pas vraiment de difficulté parce qu'on connaît un outil qui est merveilleux, qui s'appelle la loi d'Ohm généralisée. Pour rappel, loi d'Ohm généralisée, elle nous dit que U est égal à Z fois I en courant alternatif. Ce qui est un super outil car ce Z, il peut être remplacé par R, Z égale R, ou Z égale XL, ou Z égale XC. Donc ainsi on va pouvoir trouver facilement la valeur de I dans chaque branche. Donc je vais chercher tout d'abord la valeur de IR. IR, donc je vais appliquer la formule. U est égal à Z fois I avec Z égale à R. Donc ça, j'obtiens donc I est égal à U sur R. I est égal à U, donc 440 divisé par la résistance, 40. I est égal à quelque chose comme 11 ampères. Funès. Ouais. Donc on a la première intensité IR qui traverse la résistance. Et celle-ci fait 11 ampères. Bon, pas de difficulté. Et bien cette méthode, on va l'appliquer pour nos deux autres dipôles. Donc j'ai fait IR, je passe à IL. Donc j'ai IL, cette fois-ci, c'est plus U sur R, mais c'est U sur XL. IL donc égal à U 440 divisé par XL qu'on a retrouvé tout à l'heure, que je n'ai plus sous la main, 31,4. Bon. Ce qui fait environ 14 ampères. J'arrondis un petit peu, 14,013. Très rapide, on voit qu'en application mathématique, on ne va pas vraiment se compliquer la vie. Et il nous reste enfin l'intensité qui traverse tout le condensateur. Alors cette fois-ci, même méthode, IC, c'est IC est égal à U sur XC, puisque ça découle de la loi d'Ohm généralisée. IC est donc égal à 440 divisé par 106,1. IC est égal à
4,14 ampères. Donc maintenant, on obtient donc trois intensités. IR est égal à 11 ampères. IL 14 ampères. Et IC 4,14 ampères. Donc on a répondu cette fois-ci à la question numéro 3. À partir de là, maintenant, question numéro 4, réaliser le diagramme de Fresnel. Alors cette question peut sembler un peu perturbante, faire un peu peur dès qu'on voit le diagramme de Fresnel. Ce qu'il nous faut, ce qui est important, c'est de maîtriser la représentation. Si je connais ma représentation, je sais que une résistance, il n'y a pas de déphasage entre U et I. Que l'inductance, je garde I en référence, même si tout à l'heure on verra qu'on peut changer. Alors c'est UR. UL est en avance par rapport à I. On crée un déphasage dans ce sens. U est en avance, je rappelle le centre de rotation trigonométrique. Et enfin C. UC, qui est en retard cette fois par rapport à I. Emporté par mon élan, j'ai commencé à faire des erreurs. Je l'efface tout de suite. Voici. Donc, le diagramme de Fresnel, c'est juste l'association de ces trois éléments placés en dérivation. Alors, si on prend le schéma en dérivation, on observe que qu'est-ce qui est commun à nos trois dipôles? C'est la tension. Donc la tension U va être la référence. Et c'est celle qui va permettre de placer par rapport à elle les intensités. Cette fois-ci, on va placer IR, IL et ici. C'est nos vecteurs-là qui nous intéressent. Alors on va attaquer. Alors ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, il faut bien s'appliquer. Et il faut être capable de tourner mes vecteurs. Puisque effectivement, si c'est U qui va être la référence, eh ben, IL va être décalé. Si c'est UC qui est la référence, IC va être décalé. Donc il faut être capable de faire une petite rotation. Aucune difficulté. Alors on va l'appliquer tout simplement. D'ailleurs, dans l'énoncé, on vous dit de placer U comme référence. Alors je vais placer U en référence. Et on va placer nos vecteurs. Alors on va essayer de trouver une échelle assez sympa, parce que sinon on va se compliquer la vie. Ouais, je vais faire en sens. Alors je vais mettre U en rouge pour changer. U, voilà, que j'ai dessiné ici, c'est ma référence. Lui ne bouge pas. Il est commun aux trois dipôles, c'est avec lui, à partir de lui, que je vais pouvoir placer mes trois vecteurs d'intensité. Alors, IR, 11 ampères, bah, écoutez, on va prendre 1 cm 1 ampère, donc 11 cm. Pas de déphasage aux bandes indipolaires résistifs, donc IR est en phase avec U. Petite flèche, IR est ici. Voilà, le premier réalisé. On a fait un tiers du schéma. Ensuite, IL. Il faut que je place IL qui lui fait 14 ampères. 14 ampères, on a dit 1 cm en ampères, donc on va faire 14 cm. Alors on sait par contre, si je reprends mon schéma, que IL va être en retard par rapport à U. C'est celui-ci que je dessinais. U est ma référence, donc IL va être en retard. Alors il serait, si je dessine par rapport à U, normalement il serait ici. Là. Je vais le dessiner en pointillé d'ailleurs. Tiens, hop. 14 cm, c'est parfait, ça rentre dans la feuille. Voilà. Sauf que moi, à la fin, je sais que je vais faire avoir fin de son vectoriel. C'est d'ailleurs ce qui est demandé à la question 5. Donc, j'ai dessiné IL ici. Et bien, je vais le translater. Je vais le mettre
au bout de IR. Alors, n'oublie pas de faire en sorte qu'on ait bien un angle droit entre R et L. IL. Donc j'ai bien réalisé une translation d'ici à là. D'accord? Donc j'ai pas changé de déphasage, j'ai bien respecté. IL est bien en retard par rapport à U avec une bobine. Donc j'envoie IL au bout de IR. Donc j'obtiens IR plus IL. Et il me reste IC. Donc IC, lui, si je reprends mon schéma, je place U en référence. Hop. UC est ma référence. Donc IC va être en avance par rapport à U. U est ma référence. Je sais que IC va être en avance. Alors on avait 4,14 ampères, donc on va avoir 4,14 cm. Alors je le mets en pointillé, puisque après je sais que je le translate. Donc il commence ici et il s'arrête là. Et ça c'est mon IC. Vecteur. Et effectivement, il va falloir que je fasse la somme vectorielle IR plus IL plus IC. Alors ce IC, je vais l'envoyer au bout ici. Hop, je montre bien à l'écran. Mon vecteur IC, je vais l'apporter et le placer ici. Hop. IC. Voilà. Donc maintenant, si je fais la somme vectorielle IR plus IL plus IC, et que je relie l'origine et le point final, j'obtiens donc mon vecteur grand I. Donc voilà, c'est juste une application de la représentation. Il faut juste bien maîtriser trois représentations de base et être capable de les appliquer soit en ayant I en référence ou U en référence. Et on voit que c'est juste une petite rotation dans l'espace, il n'y a pas vraiment de difficulté. Soit j'ai ici, on voit que I est en retard par rapport à U pour l'inductance, et là que I est en avance par rapport à U pour le condensateur. Voilà. Alors, une fois que j'ai dessiné ça, je voudrais bien connaître la valeur de l'intensité I. C'est ça qui m'intéresse au final. On a fait une très belle représentation avec une belle échelle. Il suffit maintenant de connaître cette valeur de I grand I. Alors l'échelle que j'ai utilisée, moi, j'étais sage, j'ai fait 1 cm est égal à 1 ampère. Donc si je mesure à l'aide de mon double décimètre ici la longueur du vecteur grand I, j'ai une longueur d'environ 15 cm. Donc je vais pouvoir dire que le vecteur I a pas le vecteur, mais l'intensité est de bien de 15 ampères. Donc l'intensité fournie ici est de 15 ampères. Et elle se répartit dans les trois dipôles. Alors ce qui nous intéresserait, c'est de connaître l'impédance totale de ce groupement. Effectivement, c'est la question numéro 6. Ce groupement, quand il est alimenté sous une tension de 440 volts, quelle est la valeur de son impédance Z? Et alors là, encore une fois, on revient à un calcul qui nous aide beaucoup, qui s'appelle la loi d'Ohm généralisée. Et cette loi d'Ohm généralisée nous dit que
En courant alternatif, U est égal à Z fois I. U la tension en volts, Z l'impédance en ohms et I en ampères. Je cherche donc à connaître Z. C'est ça qui m'intéresse ici. Z, par définition, c'est U sur I. Je connais U qui fait 440 volts. Je connais I, je viens de le calculer, il fait environ 15 ampères. Donc l'impédance dans mon groupement, c'est tout simplement la division l'un par l'autre. 440 divisé par 15, j'obtiens 29,33 ohms. Et enfin, question 7, le groupement est-il capacitif ou inductif? Alors pour cela, il suffit d'aller retrouver les réactances. Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce que la réactance de la bobine ou du condensateur qui est la plus forte? Et bien ici, on avait un condensateur qui avait 106 ohms.